Hey, salut à tous, c'est Zogma. Aujourd'hui, on se retrouve pour une partie solo de Trekking Through History. Retour vers le passé, un jeu de Underdog Games et un jeu de Charlie Bling illustré par Eric Hibler. C'est un jeu que j'ai acheté. Je sais que beaucoup d'influenceurs ont reçu un exemplaire. Et bah, dites-moi les mecs, comment vous avez fait? Parce que moi, ça m'arrange bien si je peux ne pas acheter certains jeux. Ceci dit, je l'ai acheté. On y joue, ce ne sera pas ma première partie, et on décortique après ce que je pense de ce jeu. Bon visionnage. C'est parti pour la partie de Trekking Through History. Je jouerai le joueur vert et mon adversaire jouera le joueur jaune. On a là l'horloge qui est ici et mon pion du temps sera celui du coup vert, puisqu'à l'instar d'un Tokaido, c'est celui qui sera le plus éloigné sur la piste du temps, qui aura moins dépensé d'heures, qui aura le droit de jouer. La manche se termine quand on a fini le tour de l'horloge. On jouera 3 manches. La première manche sont ces cartes qui sont un peu orangées. On aura 2 autres manches avec 2 sets de cartes. Mon adversaire joue en difficulté moyenne. Il a un itinéraire spécial et un petit pouvoir. D'ailleurs, j'ai oublié de lui mettre un petit cristal du temps parce qu'on commence tous les deux avec un cristal du temps dans notre réserve. J'ai moi aussi un itinéraire, j'en ai pioché 4 sur la vingtaine disponible, je vais en choisir un et du coup j'en utiliserai 3 sur les 4 puisqu'il aura 3 aires différentes. Alors je vous avoue qu'il doit y avoir une vraie stratégie sur le choix des cartes en fonction de ce qui se passe sur la rivière, mais pour l'instant je n'ai pas forcément ultra perçu cet intérêt de la choisir, donc on va prendre celle-ci. A noter que pour des raisons que je vous expliquerai en commentaire, ce n'est que ma 3e partie. Étonnamment, j'ai perdu la première en facile, j'ai gagné haut la main la 2e en moyenne, et donc là, on va rester sur une difficulté moyenne. Je suis donc le premier joueur parce que je suis au-dessus au niveau de la pile. J'ai une chose à faire à chaque tour, c'est choisir une de ces 6 cartes. Je vais en fait essayer de faire une frise chronologique parce qu'à chaque tour, je serai obligé de jouer une carte qui avance dans l'âge du temps. Donc si je prends une carte d'emblée à 1794, ça va être compliqué de trouver une carte supérieure. Donc généralement, on va plutôt partir sur des petites cartes. Quand on prend la carte, on avance automatiquement notre pion horloge de la valeur qui est indiquée ici. Donc la 2, la 1, la 3, la 5. Mes cristaux du temps servent en fait à diminuer ce temps. Si je prends cette carte-là à 5 temps, je dépense un cristal, et bien ça fait plus que 4 temps. Si je dépensais 4 cristaux, j'avançais mon horloge que d'un temps. Attention, je suis obligé de payer au moins un temps. Et ensuite, je gagne les bonus qui sont écrits sur la carte, c'est-à-dire ces points d'expérience là, et celui qui est écrit sur le plateau. La carte, par exemple, si j'ai pris celle-là, je la supprime, et tout est décalé vers la droite. Les jetons d'expérience sont utilisés et récupérables ici. Par exemple, si je prends ces 2 jetons-là que j'ai débloqués, eh bien, je mets le bleu tout en haut de la colonne bleue, dans la première place disponible, et le vert tout en haut de la colonne verte. Quand j'ai réussi une ligne avec les jetons qui sont attachés comme ça, je débloque les points de victoire écrits sur les côtés. Quand je mets un pion sur une récompense, eh bien je débloque automatiquement la récompense. Le but étant ici sur ce plateau-là, finalement les rouges vont moins me servir, plutôt d'aller chercher du bleu, etc. C'est là où il peut y avoir une petite réflexion vis-à-vis du plateau. Et c'est pour ça que j'ai pris cette carte-là, parce que là finalement il n'y a qu'une seule carte avec du rouge. Ceci dit, je n'ai une vision que sur les premières cartes, je ne sais pas du tout ce qui arrivera dans la suite de la manche, donc mon choix est quand même restreint. Une fois que j'ai joué, quand le plateau de mon adversaire, le jeton de mon adversaire sera derrière le mien, et bien il jouera exactement de la même façon que moi. Il prendra la carte, lui obligatoirement, qui poursuit sa chronologie avec la valeur la plus faible. Ils ont un pouvoir en fonction du niveau de difficulté. En moyen, c'est tout simplement s'il achète une carte qui a une valeur de 4 ou plus au niveau du temps, eh bien il va dépenser des jetons cristaux de manière à ce que ce coût de temps soit rapporté à 3. On enchaîne, on marque donc certains points de victoire directement en fin de partie. Si à un moment, on n'arrive plus à faire notre frise chronologique, moi j'ai l'occasion de prendre un ancêtre, il n'y en a que 3. Un ancêtre, ça va temporiser, ça va être une carte joker, ça ne va pas me bloquer ma frise, mais ça la mettra en suspens. Si par contre à un moment je ne peux plus avancer ma frise, je la mets de côté et je recommence une nouvelle. À quoi ça sert finalement de faire la plus grosse possible, le plus gros voyage? Eh bien, plus notre frise sera grande, plus on fera des points. Donc finalement, si je fais que des frises à 3 cartes, eh bien, je marquerai que 2 points à chaque fois par frise. Donc j'ai un intérêt à creuser. Généralement, ça va le faire assez facilement parce qu'on a quand même beaucoup de choix, peut-être même un petit peu trop. Et on arrivera à faire 2 frises, voire 3 frises si on n'a pas eu de chance. Je pense que vous avez déjà l'intégralité des règles.
C'est assez rapide, on va commencer tout de suite la partie, ça sera beaucoup plus clair. Donc, eh bien, je commence, je vais prendre la carte avec la valeur la plus faible. On va plonger dans le grand bain allant moins 2000. Ça me coûte 2 temps. Hop, j'avance directement. Notez que je pourrais dépenser un cristal, mais ça ne m'intéresse pas tout de suite. Je gagne le bonus écrit ici et le bonus écrit sur le plateau. Donc, en l'occurrence, 2 jetons bleus que je viens placer ici. Et je débloque aucune récompense et je viens tout glisser. Voilà, j'ai déjà terminé mon tour. Joueur jaune de jouer, donc à mon adversaire. Il va prendre la carte avec la plus faible valeur. Ça sera celle-ci. Jouer à l'Aluma, un sport précolombien. Ça lui fait avancer de 3 temps. Il va gagner un jeton rouge et un jeton bleu, qui va mettre ici un rouge et un bleu parfait. C'est à moi de jouer. Alors, je vais probablement aller prendre celle-ci. Elle m'intéresse très fortement parce qu'on a quand même beaucoup de bonus dessus. Du bleu, du vert, du rouge et un cristal. Ça va me coûter 50 ans, mais je vais dépenser un petit cristal pour que ça ne me coûte plus que 4. 1, 2, 3 et 4. Je la mets ici, suivre la trajectoire de Vénus à Chichen Itza. Donc un rouge ici, un vert ici, un bleu. Je débloque mes 2 premiers points de victoire. Et un petit cristal qui rembourse celui que j'ai dépensé. Mon adversaire va choisir donc la plus faible valeur qui suit sa chronologie. Donc il va sculpter des motifs complexes à Angkor Wat. Ça va lui prendre 3 temps. 1, 2, 3. Il va prendre un vert et un bleu. Le bleu vient se mettre ici, il fera 3 points de victoire. Et un vert ici, il va prendre un petit cristal. Bien, on est au même endroit, mais c'est le jeton le plus au-dessus qui commence. Donc à lui de jouer, il va continuer, il va prendre ici, sculpter avec Michel-Ange, du jaune et du rouge. Alors les pièces sont plutôt rigolotes, hein. On a probablement une petite Marianne ici, des pièces aztèques. Là ici c'est des petits parchemins, c'est plutôt rigolo. C'est un jeu qui est très clairement 6 points, pardon, surédité, mais comme c'est un jeu très familial, je pense que c'est plutôt une bonne idée, d'autant plus que le jeu n'est pas très cher. Alors, la ligne là est terminée, lui, il va me faire perdre un cristal. Pas de bol. Allez, maintenant je suis derrière, est-ce qu'il y a un tout petit tour? Je vais peut-être griller, assister à la cérémonie du grand T, parce que ça va me prendre quand même beaucoup de temps. Je vais aller faire envoyer un message par sémaphore. Je prends un jaune et un vert. Ça me coûte que 1 temps. Donc j'aurai l'occasion de rejouer. Je mets du coup un vert ici pour gagner un cristal alors qu'il y a une mouche qui vient me poursuivre. Et un jaune là, du coup, j'ai fini la ligne là, je gagne 5 points. Hop là. Je suis donc toujours derrière sur la piste du temps. Je peux rejouer. Malheureusement, il n'y a rien de disponible pour rejouer. Donc je vais prendre un ancêtre. Ça va me coûter 3 temps. Hop. Et je gagne ce jeton là qui est un jeton joker. Le jeton de joker, eh ben, a priori, il me restera plus qu'un tour après. Je vais aller me glisser juste là. Parce que pour l'instant, ça ne me rapporte pas de points. Mais il y a peut-être un monde où j'arrive à avoir double rouge et un vert. C'est-à-dire en prenant cette carte-là qui sera probablement glissée ici au prochain tour. Et ça me ferait du coup, comme ça, 10 points. Ok, eh ben, moi j'ai joué. C'est à lui. Il va prendre donc assister à la cérémonie du thé du grand Kitano. 5 temps. 1, 2, 3, 4. Ah oui, 5 temps, mais on se rappelle quand il dépasse les 3, donc à partir de 4, il va dépenser de cristaux de manière à rapporter à 3 temps. Donc il dépense tous ses cristaux. Les cristaux, si on ne les a pas dépensés à la fin, c'est 1 point par cristal, hein. Donc il dépense 2 cristaux, mais finalement il va les récupérer. Il a habilement joué. Donc son joker, il le jouera en dernier. Il place d'abord son jeton bleu, et ensuite il le déplace dans la ligne la plus haute, et la case la plus à droite, en l'occurrence, bah, là, il n'y avait pas le choix, il finit cette ligne-là. C'est à moi de jouer, je suis derrière lui. Et là, on va probablement passer la case des 12. On est obligé de s'arrêter à 12, c'est la fin du tour. Si j'arrive à terminer tout pile sur le 12, je marque les points de ponctualité. Donc ça serait intéressant de prendre un truc à 2 temps. Moi là, je me rends bien compte dans tous les cas que je ne peux pas terminer ma chronologie. Je suis obligé d'arrêter là, ça ne fera que 4 points. Parce que ces 4 cartes, c'est pas énorme. Je la mets sur le côté, histoire de compter les points tout à l'heure. Donc je repars de 0, et ben je vais aller prendre celle-ci, c'est celle qui est rentrée dans ma stratégie, discuter de son code de loi avec Hammurabi. Ça coûte 3 temps, mais je vais dépenser un cristal pour que ça ne fasse plus que 2 temps. Comme ça, je fais le tout pile, la ponctualité, ça me rajoute 3 points. Et je gagne un rouge, un vert et un autre rouge.
Ce qui fait que j'ai terminé cette ligne-là, ça me fait 10 points. Et du coup, une sacrée avancée par rapport à mon adversaire. À lui de jouer, il peut donner une représentation de Kabuki. Hop, ça lui demande 3 points de temps. Hop, il vient se bloquer là et il prend un joker. Le joker, il va le mettre la ligne du haut et le plus à droite. Bien, c'est donc la fin de la manche. On va supprimer tout ça et passer sur les cartes de l'ère numéro 2, qui sont celles-ci. Je les ai déjà mélangées, mais je recoupe le paquet une fois et on remplit les 6. Bon, on dirait pas trop, mais c'est mélangé. Lui, son plateau, il reste en place. Moi, mon plateau, par contre, se termine. Je change de plateau à chaque nouvelle ère. Et je ne prends pas n'importe quel plateau, j'en prends un de ceux que j'avais laissés au début. Donc là, pour le coup, il y a pas mal de rouge. Bien, pourquoi pas. Allons peut-être chercher ce plateau-là. Hop là. Donc, c'est celui qui est au-dessus qui commence. C'est mon adversaire qui va commencer. Il va prendre du coup un 1835 qui est ici. Ça lui prendra 3 temps. Il prendra un rouge et un jaune. Et donc, il va débarquer sur l'île des Galapagos avec Charles Darwin. Il se met ici et ici. Il a fini cette ligne. Et cette icône-là qui est exclusive au mode solo, il va prendre une des cartes ancêtres. Donc, m'en privant d'une et augmentant sa chronologie, parce qu'on n'en a que 3 ici. Et autant il ne joue pas les 3 points, par contre, il prend le joker qui va mettre sur ligne du haut le plus à droite. Ok, il a bien joué. Je suis pas ultra fan de cette carte-là, mais je vais quand même la prendre parce qu'elle est assez loin dans les bonus. Ça fait que un jaune et un cristal, c'est quand même pas fou. Je m'étais tâté à prendre plutôt celle-ci, mais bon, on va aller réviser la bibliothèque d'Alexandrie. Ça me coûte 2 temps, donc je pourrais rejouer. Et pour le coup, on va enchaîner. On va prendre celle-ci, mais en dépendant un cristal pour ne prendre qu'un temps. On va aller découvrir l'Islande avec les Vikings. Je regagne le cristal que j'ai dépensé et je prends qu'un jeton bleu. C'est pas fou, ce sont des petites cartes, mais finalement, j'ai avancé un peu ma chronologie, là où finalement mon adversaire a pris pour l'instant qu'une seule carte. Donc j'ai un peu pris le dessus sur le jeu. Alors prendre les cartes sur le dessus de la pioche, c'est pas non plus le plus intéressant forcément parce qu'on n'a pas les bonus là. Mais écoutez, on va le faire quand même. Celle-ci est quand même intéressante, hein. Ça fait 2 bonus. Ouais bon, non, je vais quand même prendre ça. Lire l'un des premiers romans au monde. Je vais dépenser encore mon cristal, comme ça me coûte que 2. Je me mets ici, je gagne un rouge et un joker. Et ben le joker il va aller probablement sur le rouge parce que j'ai quand même pas mal de choses à gagner en allant ici. Là, c'est mon adversaire. Est-ce qu'il a mieux que 1835? Eh bien oui, il a 1893. Il va faire quand même une grosse colonne, lui. Ça va lui coûter 2 et il prend un jaune et un rouge. Ça coûte 2 et il prend un jaune qui va là. Il gagne directement 5 points de victoire. Et un rouge, ça finit sa ligne. Il prend un joker qui va se mettre juste là pour gagner un cristal. Heureusement que j'ai bien fini ma première grille et que j'ai pris un peu d'avance parce que j'ai l'impression qu'il est quand même un cran au-dessus. Il va jouer à nouveau parce qu'il est au-dessus de moi. Il va prendre 1918. C'est quoi? C'est la fin de la guerre mondiale. Apprendre à lire en braille avec Hélène Keller. Bien. Bien. Ça, du coup, il en a plus que je ne le pensais. On va le mettre là. Un vert et un rouge pour 2 temps. Il va gagner 5 points parce qu'il finit ici. Il passe à 16. Et un vert, il fait rien. Allez, ça va être enfin à moi de jouer. Si j'arrive à récupérer une carte à 2, ça serait cool. Moi, je suis à 1008. Donc, je vais prendre ça. Hein. C'est pas mal. Ça me permet d'avoir 2 couleurs et un cristal. Ça me coûte 3 temps. J'ai plus de cristaux, donc je ne peux pas réduire le temps. Hein. Le cristal que je gagne maintenant, je ne peux pas l'utiliser pour la carte, forcément. Un jaune là et un rouge là qui va me redonner un cristal. Bien, si j'arrive à avoir un bleu et un vert, ça me permettra d'avoir 10 points de victoire. Ça serait cool. Je suis devant, donc c'est lui qui joue. 1918. Ah, loupé, pas le 14, ça sera 1953. Ça coûte 4 temps, donc il va dépenser un cristal pour le réduire à 3. Il gagne un vert, 2 verts même, un jaune et un rouge. Il a fait quand même une belle carte là. Là où moi je prends des petites cartes où je récupère pas beaucoup de jetons à chaque fois. GG à lui. Et il regagne 5 points de victoire. Il me repasse devant. Et c'est à moi de jouer. C'est à moi de jouer, ça va être la fin de la manche quand même. Il me reste 1 ou 2 tours, 2 tours je pense. J'aimerais donc au moins un bleu et un vert. Ça je peux pas le prendre. Je peux prendre ça, ça
Et ça, si ça c'est pas mal, oui, je vais prendre ça, ça me coûte 5 temps. Je vais dépenser juste un cristal pour le réduire à 4. 1, 2, 3, 4. Quoique non, je vais dépenser mes 2 cristaux pour réduire à 3 temps, comme ça je peux reprendre une autre carte. Tant pis, je ne ferai pas le point de ponctualité, mais c'est pas grave. Hop, je vais commencer une deuxième ligne. Je gagne donc un rouge, un vert, un cristal et un jeton joker. Le rouge va là, je prends un point. On est à égalité. Le vert va là et je vais mettre... Ah, j'irai sûrement chercher cette carte là au prochain tour. Donc je vais mettre ça ici pour gagner 2 autres points de victoire. À lui, bah, il va prendre ça. Hein. 1960. Un joker et un rouge. Un cristal, pardon, et un rouge. Mais du coup, maintenant, il gagne son joker qui va les mettre tout là-haut, qui lui permet de regagner un cristal. Et ça lui prend qu'un temps, donc il va pouvoir rejouer. Et il va prendre 1960. Eh bien, il n'y a rien qu'il peut prendre. Donc, il finit enfin son voyage qui va être super gros. Il va scorer au taquet. Donc, il va prendre la plus petite carte, celle-ci. Un vert, un rouge, un jaune. En plus, c'est un peu de tout. C'est 3 temps. Hop, il n'a pas le bonus de ponctualité. Il me fait perdre un cristal en plus, le bâtard. Hein, quand c'est un cristal barré, il me fait perdre un cristal. Donc moi, je suis à 1429. Je vais aller prendre ça ou ça. Ça, c'est pas mal. Ça me fait faire 4 points. Et un vert, ça me fait faire 7 points si je prends cette carte-là. Et ça m'avance beaucoup ma chronologie. Si je prends ça, ça me fait gagner 3 points. 3 points, mais ouais, non, je vais prendre ça. Je vais pratiquer le Soufragitsu. Alors, sachant que je gagne 10 points avec ça aussi dans tous les cas. Donc c'est... Parce que là, ça fait quand même un sacré bond. Ouais, c'est quand même risqué. C'est risqué. C'est risqué, donc on va pas le faire. On va quand même prendre ça. Tant pis, je prends un peu moins de points, mais je préfère... C'est plus rentable de faire des grosses chronologies quand même. Donc 4 temps. Hop, je prends un rouge, un joker et un bleu. Le bleu, donc, il va là. J'ai fait cette ligne-là, donc je gagne 10 points. Le rouge, il va là, je gagne 3 points. Et du coup, lui, bah, je vais le mettre dans le vert. Ça me fait 3 points de plus. Hop là. On a tous terminé notre tour. On va passer à la 3e ère. On passe surtout au paquet suivant. Ça sera donc la dernière manche. Et cette fois-ci, c'est moi qui vais commencer. Mais on n'oublie pas qu'il faut changer de plateau. Il me reste 2 plateaux. Il y a quand même un peu de tout. Il y a un peu de tout, donc un truc qui fait tout monter un peu. Ouais, si j'arrive à chercher les 13 points, c'est cool, mais ça va être plus compliqué que ça. Allez, on va essayer de chercher les gros points. Ok, donc je commence, je suis à 1640, bah, je peux prendre ça, ça me semble très bien. Ça me ferait déjà par contre 4 temps. Ouais, ça colle pas des masses, hein, ouais, bon, tant pis. Je prends ça, ça me coûte 4 temps. J'aurais dû prendre l'autre paquet de cartes, je pense. Donc je gagne un cristal. J'ai mal regardé, parce que du coup là c'est bien, mais en montant sur le vert, je suis loin d'arriver du coup sur la zone où je peux marquer mes 13 points. Donc c'est quand même plutôt me mettre un bâton dans les roues. Après j'aurais peut-être pu faire un plus gros bond que ça, hein, mais bon. Allez, passons. Lui va prendre la plus petite, c'est 124. Un bleu et un jaune, qu'est-ce qu'il fait? Il participe à une course de char pour 2 temps. Et il va prendre une carte en 7 et gagner 5 points. Il passe à 28. Ok. Sachant que là, prochain bleu, il gagne 10 points. Il va commencer à scorer au taquet. Et il rejoue. Il rejoue, par contre, il va faire un grand bond dans l'histoire. Il va aller participer aux joutes du jour de l'adhésion. Il remplit cette ligne-là, 10 points. Hop, il me repasse devant. Et il marque 5 points. Aïe. Mince, on a échangé les jetons là. J'ai fait 10 points, j'ai dit qu'il repassait devant moi. Bon, l'avantage c'est que je peux recompter les points, j'ai juste à regarder sur son plateau ce qui est caché. Contrairement à moi, où c'est un peu plus compliqué d'aller retrouver ce que j'ai gagné comme point. Donc là, il a 41. C'est son vrai score, et moi je vais quand même essayer de retrouver mon scoring. Moi je compte 36. Et j'ai fait une fois un bonus de ponctualité, donc même 39. Je pense que c'est ça. Je pense qu'on est à 41-39. J'ai dû inverser les pions à un moment pendant la partie. Bon, tant pis. Au pire,
ça sera une nouvelle partie de merde sur la chaîne, comme beaucoup de vidéos. Mais au moins, vous connaissez quand même le flow du jeu, peu importe le vrai score. Au pire, vous me direz en commentaire, ou moi j'essaierai de rectifier en montage si j'arrive à refaire les calculs. Donc, il avait joué, il a pris sa blinde de points, c'est à moi. Aller chercher ça, ça me paraît pas mal. Naviguer sur le fleuve Colorado avec John Powell. Je vais le prendre. Ah bah non, c'est encore à lui de jouer, il est au-dessus de moi. Donc en plus, il va me prendre la carte que j'avais envie de prendre. Le cochon. Ça lui coûte 3 temps. Un jaune qui fait rien, un rouge qui fait rien et un bleu qui me fait perdre mon cristal. Bien. Alors, est-ce qu'il y a une carte aussi bien que celle qui m'a chippé? Bah oui, celle-là. Allez, ça fait un gros bond dans le temps, mais on va aller voir Sigmund Freud. Par contre, on ne pourra pas jouer de cristal. On sera obligé de dépenser 3 temps. Mais j'ai un rouge, un jaune qui me fait que 2 points de victoire. J'avance pas trop ici, donc je sais déjà que je peux m'asseoir dessus. Je peux m'asseoir sur les 13 points de victoire. J'aurais vraiment dû prendre l'autre carte, parce que l'autre carte, là, j'avais mes 5 points. Avec un bleu là. J'ai pris un peu trop de risques. Tant pis. Je suis devant. C'est donc à moi de jouer. Je suis à 1909. Un vert, un bleu et un joker. Ça peut être intéressant. Ça me fait 3. Par contre, ça me fait avancer de 4 temps. 4 temps, c'est beaucoup trop. Donc je vais aller chercher ça là. Caresser Hachiko. Ah, le chien le plus fidèle, c'est le film là, Hachi qui fait pleurer au taquet là. Avec le Shiba Inu qui attend son maître pendant des années. Pire film du monde. Ça fait chialer comme une madeleine. Hop. Je gagne donc un bleu qui me remplit une ligne mais ça me fait rien. Et un jaune qui me fait 0 points. À lui de jouer. Il va aller prendre... il a 1869 donc il va prendre ça. Le roi tout en camon avec un bleu, un vert et un joker. Ça coûte 4 temps. Donc il va dépenser un cristal pour réduire à 3. 1, 2, 3. Et le mettre dans sa chronologie. Alors il gagne 5 points. Et ça il le met là. Donc il me gagne 15 points en tout. Il me sauce. Il me sauce. Bien. Et je pense pas que sur les chronologies, sur les frises, je le batte parce que il en a quand même une belle. Et clairement, il a mieux joué que moi. Il a surtout pu me voler plein d'ancêtres qui lui rajoutent aussi des cartes et des points de victoire à chaque fois. À moi. Je suis à 1925. Bah, de toute façon, il n'y a que 2 cartes, non 3 cartes que je peux prendre, ces 3-là. J'aimerais bien ne pas utiliser les 3 pour pouvoir avoir un tour de plus. Si je prends ça, ça me fait un rouge, un vert. Ouais, je vais prendre ça. Je vais prendre déchiffrer des codes avec Alan Turing, comme Turing Machine. Je vais dépenser un cristal, comme ça me coûte que 2. Et j'aurai l'occasion de jouer une dernière carte. Hop, donc je la prends, je vais la mettre ici. Je gagne un vert, un rouge et un petit cristal. Le rouge me rapporte rien du tout, le vert me rapporte 5 points. Allez, je résiste un petit peu. Je décale tout. À l'automat de jouer, il va aller prendre ça, marcher sur la lune. Allez, je vais augmenter un petit peu la taille de mes colonnes. Donc ça prend 2 temps. Il finit tout pile, ponctualité, ça lui rapporte 3 points de victoire. Et il prend un vert et un cristal. Et donc lui, sa partie est terminée. Le vert, il ne peut même pas le mettre, sa colonne est terminée. Donc il le défausse, tant pis. Il n'a pas de compensation. À moi, il me reste un tour. J'ai aucun intérêt à aller chercher une autre carte que celle-ci, parce que si jamais je commence un voyage avec une seule carte, c'est moins 3 points. Donc je vais prendre le T-Rex de chou, ça me prend un temps, et c'est parfait. Du coup, j'ai le point de ponctualité, en même temps, c'est ce que j'avais prévu, même si ça ne suffira pas à gagner. Je le place ici, je gagne un cristal et un jaune. Le jaune me rapportera 3 points. 1, 2, 3. Et le cristal, malheureusement, j'ai mal parié là-dessus. Je pense que j'aurais été beaucoup plus avantagé si j'avais pris l'autre grille, mais tant pis pour moi. On arrive sur les points de fin de partie. 1 point par cristal. Jaito cristal, lui, il en a 4. Donc, il prend encore un peu plus d'écart. On va compter ses voyages. Celui-ci fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cartes, donc il prend 15 points.
il est à 78. Il a un deuxième voyage qui est encore plus gros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ça fait 30 et 3 points par carte au-dessus de 10. Ça fait 33 points. Il fait donc 81 plus 30, 111 points. Bah dis donc, j'ai jamais eu une partie avec autant de points. Bien, moi mon tout premier voyage était que à 4. Donc clairement 58, je ne ferai pas autant de points que lui, j'ai clairement perdu. Et ici, il me semble que j'ai 11 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ah, j'ai 12, donc j'ai 36 points. Je passe à 88 plus 6, 94 points. J'ai donc perdu 94 à 111 points en difficulté moyenne. Et ben voilà, vous savez à quoi ça ressemble. On se retrouve tout de suite pour mon avis sur le jeu. Si je dis pas de bêtises, parce que j'ai tourné ma partie la semaine dernière, je me suis pris une petite déculottée, voire une petite branlée. Je verrai bien au montage ce que ça donnait. Et pour autant, malgré ce que je vais vous dire, mon avis sera placé ainsi. C'est un jeu familial. C'est clairement écrit dessus, c'est écrit là, hein. Jeu familial, c'est écrit en tout petit sur la petite courbure. C'est un jeu à partir de 10 ans. Bon, on pourrait peut-être même y jouer un petit peu plus tôt. C'est pour moi un très bon jeu familial. Donc là, on parle vraiment du côté multijoueur. C'est un jeu clairement qui est surproduit. Est-ce qu'on a besoin d'un plateau en néoprène? Non. Est-ce qu'on a besoin d'horloges en plastique bien formées? Non. Est-ce qu'on a besoin de ressources qui sont vraiment chacun des tokens en plastique? Non. Mais oui, en fait, on en a besoin. Parce que quand on découvre le jeu de société, on a besoin d'un truc qui en jette un peu. On veut un truc joli, on veut un truc avec du matériel, un truc qui est tactile, un truc qui est fait un petit peu luxe. Et là, pour le coup, on a un jeu assez luxueux pour uniquement 40 €. Donc ça, pour moi, je trouve que c'est un bon point fort. C'est un jeu très simple, qui est assez joli, avec des règles qui semblent nous demander de faire des choix, on va y revenir juste après, et avec un beau matériel. Donc clairement c'est surproduit, mais c'est pas si cher que ça, mais c'est ce qu'il faut pour un jeu qui va attirer des gens dans l'univers. On peut pas leur donner, en tout cas aujourd'hui, à l'heure actuelle, des trucs un peu dégueulasses comme Dominion, ou encore que Dominion c'est peut-être pas si accessible que ça pour des débutants, ou Catan, excusez-moi pour les adorateurs, mais bon, faut se le dire, c'est pas le truc qui attire le plus quand on a du choix. Et donc pour moi, je le range vraiment dans la même catégorie que sur les traces de Darwin, des règles simples, avec un tout petit peu de profondeur, mais assez peu, alors qu'il y en a un peu plus sur les traces de Darwin quand même, hein. Et un jeu qui est très beau, qui est esthétique, et qui va avoir une belle gueule sur la table. Donc pour moi, c'est son gros point fort, et ça, c'est quelque chose qui concerne uniquement du coup le multijoueur. Bon, c'est un plaisir aussi d'avoir du beau matériel en solo, hein, mais on pourrait se dire c'est surproduit, on pourrait l'avoir à moins cher, mais je pense que c'est important pour attirer le chaland. Je vous l'ai dit, les règles sont simples, parfait. C'est simplement le but. Le but va être de récupérer à chaque tour une carte. Sur cette carte, il y a un temps, c'est-à-dire que, eh bien, s'il y a écrit 4, vous allez perdre 4 temps sur une horloge, et quand votre montre à gousset a fait tout le tour de l'horloge, c'est-à-dire 12 cases, eh bien, votre manche est terminée. À la manière d'un Tokaido, c'est celui qui est le moins avancé sur la piste du temps qui va jouer, donc ça peut arriver d'enchaîner plusieurs tours de suite. On choisit notre carte, on déplace notre horloge sur la place du temps, et donc on va gagner les ressources qui sont dessinées sur la carte et sous le plateau au niveau de son positionnement. Ces ressources, on va les mettre directement sur une grille. En début de partie, on va piocher 4 grilles, on en choisira une pour la manche, et en fait on choisira ensuite celle qu'on aura pour la deuxième, puis pour la troisième manche, parce qu'à chaque manche, on change de plateau. Sur ce plateau, ça va être un petit peu différent, ça va nous permettre de gagner des cristaux du temps, qui vont nous permettre de moduler, de réduire le temps justement qu'il y a sur les cartes, ou qui vont nous permettre de gagner des points de victoire de manière un peu différente. Des fois, quand vous aurez fait une ligne, donc un jeton de chaque truc, ou quand vous aurez atteint la cinquième case jaune, bref, peu importe. Mais finalement, le plus gros scoring, c'est vraiment le choix de la carte. Vous allez faire une frise chronologique, vous allez explorer le temps de la préhistoire jusqu'à 2024. Et donc, plus vous allez réussir à mettre de cartes dans l'ordre chronologique, plus cette suite va vous rapporter de points. Si à un moment vous ne pouvez plus, eh bien vous la mettez de côté et vous repartez de zéro. Mais attention, une petite frise vous rapporte pas grand chose, hein, c'est vraiment exponentiel. Donc il y a vraiment un objectif d'essayer d'aller jusqu'à 10 cartes. Parce qu'entre 9 et 10 cartes, je crois qu'il y a un différentiel de 9 points juste pour une seule carte de plus. Donc c'est vraiment assez important. Et c'est pour ça que je vous disais que ça donnait une impression de choix stratégique. Et ça, c'est plutôt pas mal quand on commence, parce que c'est un jeu qui est très simple et où on a l'impression de devoir faire des choix et de peut-être bien plus ou moins réussir les choix. En fait, c'est une fausse impression, parce qu'on peut dire qu'on peut choisir la carte pour son temps qu'elle va nous coûter, ça c'est vrai, pour ses ressources qu'elles vont nous rapporter, ou pour le fait qu'elle respecte assez facilement la frise chronologique.
En pratique, quasiment tout le temps, on va prendre la carte qui est la moins avancée dans le temps, qui colle le plus avec notre frise, qui nous laissera le plus de latitude pour avancer notre frise. Parce que comme je vous ai dit, c'est un scoring ultra important qui va vraiment être exponentiel. Et donc, à part si vous avez deux cartes qui ont juste 3 ans d'écart et qui vont vraiment avoir une grosse différence au niveau du temps d'action ou au niveau des ressources, mais sinon, vous allez toujours choisir la carte la plus faible. Et d'ailleurs, ça me fait rire parce que c'était à la vidéo d'un monde de jeu, ils ont donné leur avis sur une partie à 4 joueurs, ils disaient qu'ils n'avaient pas beaucoup de choix. Et je me disais que c'était peut-être parce que finalement, à chaque fois que le marché tournait beaucoup, donc peut-être qu'ils n'avaient pas le temps de prendre la carte qui les intéressait. Mais en fait, non, il n'y a pas beaucoup de choix parce que vraiment, finalement, la stratégie est assez simple. Et d'ailleurs, on va jouer contre un automa qui aura lui son propre plateau et les règles sont simples. L'automa va toujours prendre la carte qui permet de continuer sa chronologie, mais qui est la plus proche de sa dernière carte. Exactement ce que je viens de vous dire. Et ensuite, il va gagner les bonus qui vont lui servir. Alors certes, l'automa est très aléatoire en fonction du marché de cartes qui va sortir, ce qui va faire que même s'il y a plusieurs niveaux de difficulté, des fois, au même niveau de difficulté, il va faire un énorme scoring, comme là quand même, voire un très mauvais scoring. Donc il y a de l'aléa, mais finalement comme pour vous, mais le choix d'action de l'automa décrit exactement le fait que finalement, vous n'avez pas tant le choix que ça, il y a vraiment une bonne manière de jouer. Est-ce que c'est problématique pour un jeu d'entrée de gamme familial? Eh ben non, on va quand même pouvoir tester, on va quand même pouvoir faire des petits choix, on pourra tester une stratégie et se rendre compte qu'elle est mauvaise pour la partie. Une partie c'est rapide, c'est 25 minutes, etc. Mais là on parle pour du solo. Finalement, on joue à un jeu sans trop réfléchir. On prend cette carte-là parce qu'on sait d'emblée qu'elle sera meilleure que les autres, parce qu'on n'a pas tellement le choix, on n'a aucun intérêt de prendre des cartes à 1900, si nous on est encore à 800 avant Jésus-Christ. Donc finalement, ça sera assez automatique. On ne regardera même pas là, quand j'ai tourné la vidéo, je me suis forcé à vous lire les noms des cartes, parce qu'en pratique, en jouant, on ne regarde même pas ça, on regarde juste l'année, et basta. Il y a un petit côté qui est explicatif, historique au dos des cartes, j'en ai pas lu une seule. C'est un jeu finalement qui mise tout sur 3 icônes écrites sur une carte, et puis basta. Donc, ce solo est pas très intéressant. Le mode solo marche en soi, c'est une bonne adaptation solo du multijoueur, d'autant plus qu'au départ, le mode solo, c'était une exclusivité Kickstarter, qui est finalement dans l'édition qui est sortie en France et peut-être ailleurs, maintenant dans les boîtes, mais au départ c'était une exclusivité. C'est un jeu qui est sorti il y a 2 ans aux États-Unis. Les premières éditions retail n'avaient pas ce mode solo, donc c'est plutôt cool qu'il soit là. Mais finalement, est-ce que les jeux très familiaux ont besoin d'un mode solo? Je suis pas sûr. Généralement, quand on en arrive à jouer en mode solo, c'est qu'on est déjà assez expert, qu'on a déjà joué à quelques jeux, qu'on a du mal à trouver des gens avec qui jouer ou que sais-je, mais en tout cas qu'on aime déjà les jeux de société. On va pas se lancer d'emblée comme ça sans rien connaître aux jeux de société en jeu solo. Donc généralement, on s'attend à quelque chose d'un peu plus poussé. Et là, c'est un jeu finalement monostratégie. Je n'ai pas joué avec les events sur cette partie parce que j'ai oublié de les mettre en place et que ça m'avait échappé, mais on peut jouer finalement avec un événement aléatoire à chaque manche qui va donner des petits bonus. D'ailleurs, dans les règles, ça nous précise bien que généralement c'est plus simple de scorer, donc on peut peut-être avantager l'automa en lui donnant quelques points en plus. Voilà. Pour du multijoueur, je pense que ça pourrait être un Zogma d'or ou un Zogma d'argent, en tout cas un jeu que je conseillerais. Si vous avez des enfants, des gens dans votre entourage qui pourraient être intéressés par les jeux de société mais qui ne sont jamais encore lancés, allez-y, pour moi je pense que ça peut être quelque chose d'intéressant. Peut-être pas aussi marquant que sur les Traces de Darwin qui moi m'avaient vraiment plu, mais un peu dans cette même optique où ça va leur faire découvrir du beau matériel, à quoi ressemble un jeu de société moderne, une petite sensation de stratégie, etc. Donc ça peut plaire. Si vous êtes joueur solo régulier, que vous connaissez les jeux solo, etc., ça va vous sembler quand même assez plat. Vous allez y jouer peut-être juste pour vous détendre, sans réfléchir, en posant de manière un peu automatique vos pions, etc. Mais ça va s'arrêter là. Je pense pas que c'est un jeu où vous allez enchaîner 10 parties, loin de là, parce que ça manque de profondeur pour des gens comme vous, qui êtes experts en jeux de société. Voilà, donc est-ce que je lui ai mis un truc? Oui. J'ai pas su trancher si je lui mettais un Zogma de bronze parce que c'est pas mauvais non plus, mais est-ce que ça a un franc intérêt de jouer ça en solo? Je suis pas sûr, allez. On va quand même lui mettre un Zogma de bronze parce que c'était pas une... Je me suis pas ennuyé, le jeu n'est pas cassé, le jeu il marche, c'est juste que le jeu est beaucoup trop familial pour un joueur solo. Même si, vous l'avez vu, je me suis fait démonter. Ça, c'est pas le sujet. Voilà, dites-moi ce que vous pensez justement de ce Trekking Through History. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Est-ce que pas du tout? Est-ce que j'ai dit des grosses bêtises? Et que la manière dont j'ai joué, on voit bien que je suis totalement passé à côté de quelque chose. Bref, dites-moi ce que vous voulez en commentaire. On se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao.